Bonjour à tous. On va juste laisser les derniers s'installer. Voilà, il reste encore des places, notamment devant. Ouais, c'est vrai que c'est bien, il y a beaucoup de monde. C'est assez impressionnant. Bon, merci beaucoup d'être présent donc pour cette session de la première journée de Patrimonia. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'aborder un sujet assez large qui va nous permettre eh bien, à la fois de nous intéresser en fait, au modèle des acteurs de la finance traditionnelle. Je pense à des banques, assureurs et également robo-advisors, enfin plateformes d'investissement. Et surtout aussi voir comment les nouvelles technologies en fait, changent votre manière de fonctionner et aussi votre relation au client avec eh bien, ce que va devenir le patrimoine dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Béatrice Gage. Je veux bien juste qu'en quelques mots, vous vous présentiez, s'il vous plaît, Béatrice. Donc Béatrice Gage, directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life Asset Managers, France. Merci. Nous avons également Sébastien Dornano de Yomoni. Bonjour, je suis Sébastien Dornano, je suis le président fondateur de Yomoni, société de gestion, plateforme d'investissement, robo-advisor, en ligne et créée en 2015. Emmanuel Moirand. Donc, bonjour, Emmanuel Moirand, donc vice-président de France Meta, qui est une association française sur le Web3, et fondateur d'Astec, qui est un cabinet de conseil en nouvelles technologies en intelligence artificielle. Et juste à ma gauche, donc Ivan Mirochnikov. Bonjour à tous et à toutes. Je suis en charge de l'offre digitale et innovante chez Société Générale Security Services. Et en parallèle, je suis prof en fac dans un master en management qui touche aussi à la blockchain et à l'innovation. Parfait. Donc, merci beaucoup. Vous venez de l'évoquer. Effectivement, on va parler donc, de toutes les nouvelles technologies. Je voudrais juste démarrer, c'est ce qu'on s'était dit en préparant cette table ronde, sur finalement, on va évoquer beaucoup de sujets, donc, comme l'ESG, la parité, les nouvelles technologies, blockchain, IA. Ce que je voulais juste voir avec vous, et je vais commencer avec vous, Béatrice, parce que vous représentez une institution qui a plus d'un siècle, c'est finalement comment vous vivez ces mutations en interne, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou l'ESG, comment vous faites en fait pour les gérer après un siècle? Alors, comment on fait pour les gérer? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces mutations, on a beaucoup parlé de changement de paradigme. J'allais dire que la tech fait partie intégrante de l'évolution d'un point de vue général, ce n'est pas une révolution. En ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'ESG, vous aviez évoqué le changement de paradigme. J'allais dire que chez Swiss Life, on pense que c'est vraiment une révolution copernicienne, du coup, dans la mesure où il y a une vitesse, une disruption certes, mais une vitesse, un choc très important, une explosion des acteurs, une explosion d'un écosystème et une diffusion de ces technologies extrêmement brutale et rapide. Donc pour nous, c'est un peu une révolution copernicienne. Et bien entendu, comme on est une maison centenaire, eh bien, on essaie de gérer ça au mieux, c'est-à-dire de manière à la fois verticale et horizontale, c'est-à-dire avec un processus de transformation de manière verticale et horizontale en ayant par exemple des labs d'innovation associés à des thématiques très précises. Donc voilà pour comment on le gère. Après, si je peux revenir sur la partie recherche et innovation, puisqu'en fait, moi, je m'occupe de ça. Pourquoi recherche? Parce qu'en fait, moi-même, j'ai un background de chercheur plutôt quantitatif. Donc j'ai quand même 25 ans d'expérience en finance quantitative, donc en économétrie, en technique de smart beta, en algorithme. Ça, c'est la première chose. Et l'innovation, pour le fait de dire, finalement, chez Swiss Life, ou d'une manière générale, il n'y a pas d'innovation sans recherche fondamentale et il n'y a pas d'innovation, finalement, sans recherche et développement. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'avoir un processus industriel, par exemple pour un grand acteur comme nous, il faut quand même avoir un pilier de recherche fondamentale. Voilà. Et alors justement, Yvan, chez vous, ça se passe comment à ce niveau-là? Enfin, comment vous appréhendez ce changement de paradigme avec ces nouvelles technologies, cette nouvelle approche, et encore une fois en interne avant qu'on se projette sur l'externe? Alors en fait, pour rappeler quand même l'histoire de la Société Générale, au début c'est une banque qui a été créée par des entrepreneurs
pour des entrepreneurs, donc pour financer le développement, la création, l'innovation. Et ça, il y a plus de 150 ans. Donc je pense que c'est vraiment rentré dans l'ADN du groupe. Ce qui change, et je rejoins Béatrice, c'est une question de vitesse et d'accélération, à la fois de l'irruption des technologies dans nos métiers et surtout des usages, des cas d'usage sur lesquels on peut s'appuyer. Si je prends simplement le cas de l'intelligence artificielle, pour nous, par exemple, on estime que le potentiel de l'IA et de la data, c'est à peu près 500 millions d'euros d'ici 2025. Donc on est quand même sur des chiffres représentatifs. Et comment on y arrive? On y arrive en partageant au sein du groupe. Par exemple, aujourd'hui, il y a à peu près 600 cas d'usage sur l'intelligence artificielle, alors qui couvrent les différents sujets, que ce soit les chatbots, que ce soit l'analyse de données, que ce soit tout ce qui va être effectivement traitement du langage et génération de texte. Mais l'objectif, c'est de se dire, quand on crée une technologie dans une des BU, une des branches du groupe, en fait, cette technologie, elle est directement intégrée dans les autres métiers, ou en tout cas mise à la disposition des autres métiers. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part notre capacité à apprendre au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles technos. Juste pour donner un autre chiffre clé intéressant, on a 5000 formations certifiantes à l'IA qui sont proposées à l'ensemble du personnel, certaines avec Harvard, HEC, et ça c'est en accès quasiment libre pour l'ensemble des acteurs. Ça permet à la fois aux métiers de s'approprier les nouvelles technologies et puis aux spécialistes, aux informaticiens d'intégrer des moteurs Quant ou du machine learning dans leurs outils. Donc ça, c'est vraiment la transformation qu'on fait. Et bien sûr, elle va s'accélérer à la fois avec l'arrivée de nouvelles générations qu'on recrute et puis avec les nouveaux cas d'usage qu'on va créer au fur et à mesure du développement. On va peut-être en reparler, mais ChatGPT étant le dernier exemple. Oui, évidemment. Et alors, Sébastien, pour le coup, c'est un modèle un peu différent, déjà une structure plus petite. Et finalement, quand vous êtes lancé, je crois de mémoire, en 2015, vous faisiez de l'algorithmique pour proposer des solutions d'investissement. Comment aujourd'hui vous vivez finalement l'arrivée de ces technologies qui pourraient éventuellement en fait, un peu changer votre modèle? Alors effectivement, quand on s'est lancé en 2015, on a mis en place un certain nombre d'algorithmes à deux niveaux différents. Au niveau de la gestion pour affiner nos modèles de sélection, nos modèles d'allocation. Ça, c'est assez classique et c'est assez courant dans beaucoup de sociétés de gestion. Et puis, on l'a appliqué aussi au conseil patrimonial pour permettre, sur un certain nombre de cibles de clientèle, de leur proposer des solutions en termes de niveau de risque et d'enveloppe fiscale. Et donc, c'est des algorithmes qui tournent encore et qui tournent toujours et qui nous permettent d'affiner et d'homogénéiser notre niveau de conseil. Ça a une vertu importante, c'est que ça permet de toucher une cible très large, finalement à un coût plus léger, et donc d'avoir des business models qui sont un peu différents de celui du CGP, et donc d'élargir la cible. Comment on réagit par rapport à l'IA? Pour nous, il y a beaucoup de choses derrière l'IA, mais en fait, c'est une prolongation de l'algorithmie, et ça va monter en puissance, et ça va continuer de se développer. On a plusieurs sujets autour de ça. Si je raisonne en business model uniquement, c'est que en fait, ça permet de servir des clients avec plus de qualité, plus d'expertise, parce que l'IA va nous permettre, si on l'entraîne bien avec des bonnes bases de données, d'aller proposer des solutions patrimoniales ou fiscales plus complexes. Donc ça permettrait d'élargir la cible vers le haut. Et puis ça permet aussi de gagner en productivité et donc d'aller traiter plus de clients au même coût et donc d'aller cibler des plus petits portefeuilles et donc d'élargir encore la cible, mais là pour le coup vers le bas. Donc ça, c'est les deux grands enjeux du business model pour nous. Et on a comme enjeu de réussir à intégrer l'IA à deux niveaux. La productivité, on en a parlé. Et ça peut être aussi bien chez nous que chez nos prestataires, voir comment on peut gagner des points de marge grâce à ça. Et puis surtout la personnalisation. C'est-à-dire arriver, ce qu'on a commencé à faire, qui est vraiment le côté préhistorique maintenant, en 2015, de solutions qui permettaient de faire une proposition financière d'enveloppe fiscale et de niveau de risque à un client. On souhaite le développer en élargissant à l'ensemble de la relation client, c'est-à-dire en personnalisant la manière dont vous parlez. On a un avantage énorme dans notre industrie, qui est un pain point, mais qui va devenir un avantage, c'est qu'on est obligé de demander beaucoup d'informations aux clients. Et l'avantage, c'est qu'on a sur cette base de clients une mine d'or qu'on va pouvoir appliquer parce qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un qui est riscophobe ou au contraire appétant au risque. On ne va pas parler de la même manière à une personne qui a 70 ans, à une personne qui a 25 ans, etc., etc. Et en fait, la même proposition de valeur peut être présentée différemment et l'IA permettrait de le faire et d'affiner. Donc la notion de personnalisation, de segmentation, elle est très forte dans nos modèles et c'est là-dessus qu'on veut aller. Et c'est là où l'IA peut nous aider. Et c'est vrai que des acteurs plus établis avec beaucoup de moyens vont venir nous concurrencer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste gentiment en avance. Et alors justement, Emmanuel, sur la différence entre les petits acteurs et les gros acteurs, finalement, que ce soit sur l'IA, la blockchain ou d'autres thématiques, vous accompagnez des entreprises dans cette transformation.
à quel niveau ça peut coincer? Enfin, je veux dire, on en parlait juste avant, quand ça concerne l'IA ou la blockchain. Est-ce que finalement, c'est compliqué en fait, d'opérer cette transition, qu'on soit un grand groupe ou un acteur plus petit qui a peut-être moins de moyens? Alors moi, l'accélération, je la vois très forte chez ces clients parce que ce qu'il faut, c'est lier en fait ces technos. En fait, c'est pas une techno, c'est des briques de techno qui sont sous le chapeau du Web3 aujourd'hui, que ce soit les NFT, la blockchain, les métavers, la DeFi ou l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on voit que les entreprises vont voir un bout de la lorgnette au niveau transfo. Et en fait, il faut vraiment qu'elles soient sur le sujet d'une transfo globale. Parce que si on parle de l'IA, on sait que 40% des tâches en back-office vont être automatisées d'ici quelques temps. Si on parle de Web3, on a des montants financiers extrêmement forts aujourd'hui avec de l'automatisation. Et si on parle effectivement de métavers, on a des espaces immersifs où il y a déjà 400 millions de consommateurs. Et ce qu'il faut, c'est globaliser l'approche où toutes les technos soient liées entre elles. En fait, c'est une sorte de bac à sable, un Lego où il faut agréger les technos pour qu'effectivement on arrive à quelque chose d'efficace. Et la transfo est extrêmement brutale parce qu'on a des entreprises qui aujourd'hui passent du Web 2 au Web 3 en l'espace de quelques mois, quoi. Voilà. Et alors, allez-y, Yvan. Non, je dirais que le point clé, c'est quand même d'éviter d'opposer les petites structures et les grandes structures. Aujourd'hui, on travaille plutôt dans des architectures très ouvertes, ça va nous rejoindre avec pas mal d'acteurs. Et en fait, l'objectif à la fois, c'est d'aider les petites entreprises à se développer. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort de notre économie aujourd'hui. Et puis, on est quelque part, on va se dire les choses entre nous, on n'est pas très nombreux. On est quand même des nains au niveau international aujourd'hui. Donc, si on veut être puissant, il faut qu'on travaille de plus en plus ensemble, en essayant de travailler sur ces synergies. Et ça, je pense que c'est un point clé qui va tous nous unir. Un des points effectivement fondamentaux, c'est de se dire que, enfin en tout cas nous, on se positionnera, et je pense qu'on sera peu nombreux autour de la table, à se positionner en tant que producteur de modèles spécifiques. On va être des consommateurs de cette capacité de calcul et cette puissance-là pour aller créer les cas d'usage. Et notre intelligence, ça va être de trouver les bons cas d'usage au service de la structure, au service des clients. Donc l'intelligence du modèle pour nous, c'est d'aller chercher ces cas d'usage qui peuvent créer de la valeur pour toute la chaîne, quoi. Allez-y si vous voulez. Oui, on est toujours en interne. Donc effectivement, je suis assez d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, il ne faut pas opposer grosses structures et petites structures. On a un écosystème, et je vais parler de l'écosystème européen et particulièrement de l'écosystème français, qui est particulièrement riche. On a parlé d'allocation d'actifs, alors évidemment des valeurs mobilières et pas seulement, il y a aussi l'immobilier et l'infra. Et c'est vrai que dans cet écosystème, il y a des fintech, il y a des regtech, il y a des greentech. Il y a des proptech et l'objectif c'est pourquoi pas s'emparer de solutions déjà développées par ces techies, quel que soit le domaine, première chose, et deuxièmement c'est collaborer ou alors construire des solutions innovantes qui peuvent être des briques qu'on apporte soit à de l'allocation d'actifs, soit à de la transformation au quotidien pour les collaborateurs. Mais effectivement, j'allais dire que je parlais de révolution copernicienne, mais ce qui change par rapport à ce qu'on a connu il y a 25 ans, c'est le fait qu'on est vraiment rentré dans un univers collaboratif, d'architecture ouverte, où l'objectif c'est de minimiser les coûts et de maximiser les économies d'échelle, encore une fois, pour designer des solutions innovantes et faire fructifier l'épargne. Moi, je vois ça au sein d'InsurTech France que j'ai cofondé. Il y a 250 startups dans l'assurance qui sont réunies entre elles. Et notre but, c'est de les faire bosser avec les grands groupes. Donc aujourd'hui, on a énormément de projets qui se mettent en place en moins de 2 mois. Alors qu'il y a encore 5 ans, ça mettait 2 ans et demi. Donc voilà, on voit que l'accélération, elle est vraiment là. Indépendamment du contexte économique qui n'est pas simple, enfin, je veux dire justement opérer cette transition dans une phase d'incertitude, c'est simple à gérer en interne. Et après, justement, on va basculer sur l'externe. Je vais commencer, je vais te passer ensuite pour pas... en fait, j'allais dire rien n'est simple. On est quand même dans un univers complexe au sens positif, c'est-à-dire que, en gros, la complexité, c'est pas le fait d'être compliqué, c'est qu'il faut gérer la complexité. En général, les nouvelles technologies, l'IA, on n'a pas encore parlé de l'ESG, mais ça insuffle des dynamiques qui sont non linéaires, donc on le gère. Bien entendu, on rentre dans une phase où l'argent est plus rare, mais l'avantage qu'on a dans les grandes structures, c'est qu'on a finalement planifié ces transformations sur le moyen et long terme. Et en ce qui concerne, en tout cas, notre institution, c'est vrai que l'innovation, j'allais dire, est au cœur finalement de nos grands projets à 5 et 10 ans. Donc ça a été des projets très structurants puisque en fait
Par définition, il n'y aura pas d'innovation sans tech, sans intelligence artificielle et plus tard d'ESG, parce qu'on considère que c'est structurant pour générer de la performance à la fois à court terme, ne serait-ce que de la gestion, par exemple, avec le client, de la surperformance à moyen terme et bien entendu de la surperformance à long terme en ce qui concerne la rentabilité. Donc voilà, à partir du moment où on a dit que c'était structurant, on a quasiment tout dit. Mais c'est pour les plus petits que c'est compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle les partenariats leur permettront à eux de passer les moments plus difficiles. Il y a un point si on revient à une partie très concrète en fait. Pour moi, l'incertitude aujourd'hui, si je me mets à la place d'un CGP ou par rapport à une plateforme comme la mienne, elle vient d'une partie compliance et régulation. On est sur un sujet là où les frontières sont floues et dans quelle mesure on peut utiliser l'IA pour faire du conseil, pour réduire les coûts, pour aller optimiser les back-office, etc. Il n'y a pas vraiment de sujet encore. Il y a des questions quand même de droit aux données qui est significative, donc il faut faire attention. Mais donc l'incertitude pour moi, elle est réglementaire. Ça, c'est extrêmement fort. Et puis après, il y a un côté laborieux, mais je pense qu'il est vrai pour les grandes institutions et pour les petites aussi, c'est que tout ça est basé sur des datas, sur des données qu'il faut avoir structurées, organisées. Et ça, c'est un travail permanent qui peut être complexe pour des petites et pour des grandes structures. Et si les données sous-jacentes ne sont pas bonnes, l'IA est mal entraînée. Si l'IA est mal entraînée, elle fera sans doute pas tout ce qu'elle pourrait faire. Et donc, le fondamental par rapport aux situations des uns et des autres, si je me remets dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même d'aller chercher à avoir le maximum d'informations sur vos clients structurées pour après pouvoir profiter sans doute d'IA externes et de solutions qui vont vous permettre d'accélérer. Deux commentaires. Premier commentaire, je crois qu'il y a une phrase de Abraham Lincoln qui est importante, qui est de dire le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc effectivement, il faut tester, il faut expérimenter, et ça va nécessiter à la fois des moyens spécifiques qu'on peut mettre sur des projets, et puis surtout des partenariats ou des collaborations à l'échelle soit de notre industrie, soit en tout cas entre partenaires qui sont capables de s'entendre. Ça, c'est un premier thème important parce que ça veut dire qu'on doit se mettre d'accord sur des langages, sur des méthodes de travail et associer des personnes qui sont effectivement parfois originaires de métiers différents. Nous, notre gros métier, et je pense que la plupart des personnes ici ont souvent un bagage technique ou technologique, c'est dire mais finalement, vous banquiers, vous responsables du risque, comment vous êtes capable de modéliser votre métier, votre donnée et trouver les informations les plus pertinentes. On reviendra peut-être sur l'ESG, mais typiquement, c'est un nouveau sujet où on se dit, aujourd'hui, on voit même que la Commission européenne a du mal à se positionner, dire jusqu'où on va, est-ce qu'on évite des indicateurs qui soient vert dehors, rouge dedans, etc. Donc la vraie difficulté, c'est donner de la valeur à la donnée à partir d'une connaissance métier forte. Et ça va être une manière de réduire cette incertitude que vous évoquiez. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise bien son métier et son processus, à la fois il va le simplifier et va trouver les bonnes manières de l'appréhender. Par rapport à l'incertitude, j'ai d'abord des certitudes aujourd'hui. C'est que le Web3 et la DeFi, c'est un peu des catalyseurs de transformation. Alors, juste peut-être expliquer rapidement ce que c'est que la DeFi. La DeFi, en fait, c'est la finance décentralisée, c'est sujet de crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est quand même assez structurant, alors que l'IA, c'est encore un moteur caché de la transformation. Et en fait, il y a des sujets d'incertitude qui sont assez forts, c'est l'éthique, c'est la sécurité, c'est des thèmes extrêmement importants à aborder. Et derrière, il va falloir former les équipes en interne à tous ces sujets-là. Parce qu'il y a des exemples de grands groupes qui aujourd'hui intègrent ChatGPT pour l'ensemble des salariés. Et il y a 5% de taux d'utilisation parce qu'il y a une sorte de peur qui existe, qui devrait être levée, puisque en fait, c'est un ajout supplémentaire en termes d'activité. Donc vraiment, il y a des bornes à pas rater. C'est vraiment cette histoire d'éthique parce qu'il faut la travailler, la sécurité et la formation des collaboratrices en interne. Et alors, justement, dans les thématiques qu'on souhaite aborder, vous l'avez évoqué, il y a l'ESG et il y en a d'autres. Là-dessus, vous avez une demande de plus en plus importante, côté marché, côté évidemment client. Comment vous voyez les choses évoluer justement quand on se pose la question du patrimoine de demain? Il y a évidemment la question de savoir comment vous allez travailler, mais il y a aussi celle de savoir quels produits vous allez offrir, dans quelles conditions et selon quelles modalités. Typiquement là-dessus, Béatrice, vous l'abordez comment aujourd'hui la thématique de l'ESG? Alors la thématique de l'ESG, j'allais dire, elle n'est pas finalement si nouvelle que ça pour Swiss Life Asset Managers, puisqu'en fait, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont travaillé sur ces thématiques. Ça ne s'appelait pas ESG, mais qu'ils ont signé les PRI. Ensuite, ils ont intégré les ODD, les Sustainable Development Goals. Et enfin, ils ont finalement travaillé sur une trajectoire
carbone de manière spécifique et ils se sont mis en ordre de marche. Encore une fois, on est une vieille institution, on est suisse, donc on est très bien organisé, on a un sens de la planification et en fait on l'aborde à la fois de manière sereine et à la fois de manière urgente. C'est-à-dire sereine parce qu'en fait ça fait partie de notre ADN sur le court et long terme, et de manière urgente, parce que c'est vrai qu'on parle des valeurs mobilières de l'immobilier ou de l'infrastructure, il est vrai qu'on souhaite implémenter l'ESG à tous ces niveaux-là. Aujourd'hui, on a 29, je vais dire une trentaine, on a 37 fonds, je pense, labellisés ISR. Et alors évidemment, ensuite, il y a une espèce de dichotomie entre les fonds qui sont labellisés ISR, c'est 20 milliards d'euros, 15 milliards en Valmob et 5 milliards en immobilier, et les fonds dits article 8 et dits article 9. Donc, alors là, c'est vrai que je pense comment on l'aborde, on l'aborde avec des questions existentielles, si je peux me permettre, puisqu'il va falloir quand même revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un label ISR qui est français, à la différence des labels qui sont professionnels dans d'autres pays, qui sont des homologues au label ISR, mais qui ne sont pas des émanations de la puissance publique, qui sont plutôt professionnels. On a aujourd'hui un label ISR qui est là pour finalement participer à la transition climatique avec cette notion de best in progress. Alors que finalement, quand on est dans l'article 8, article 9, SFDR, on est plutôt dans le best in class. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une question existentielle quand on réfléchit à certains produits. Alors la question n'est pas encore tranchée au niveau de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'en France, donc je le dis pour tous les CGP, on considère que finalement, ce label et ces problématiques ESG doivent participer finalement à l'accélération de la transition climatique et à une transition à la fois plus juste pour une croissance durable. Donc c'est très important évidemment pour la réduction de l'empreinte carbone, mais pas que. C'est qu'en fait on considère en France, d'une manière générale, donc là je ne parle pas de notre institution, que finalement ce label et cette thématique de l'ESG va permettre de réindustrialiser la France d'une manière vertueuse, en regard des grands enjeux de la transition climatique, en regard d'une accélération aussi de la réglementation. Donc voilà comment on aborde l'ESG. Je ne vais pas monopoliser la parole. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect plutôt micro et plutôt macro, sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Je vais juste revenir sur l'IA, parce que, excusez-moi, du coup, j'ai eu une espèce de fulgurance par rapport au public, en disant qu'il y a plusieurs types d'IA. Et là, on est en train de parler, nous, de l'IA, finalement, qui est supervisée. Donc, comme mon voisin l'expliquait, c'est vrai qu'évidemment, avec la data qu'on collecte chez nos clients et pas que, on enrichit les modèles d'IA, mais on est quand même dans l'IA finalement supervisée, d'algorithmie, notamment en allocation d'actifs. Mais je voudrais dire que finalement, on peut aussi faire de l'IA qui est non supervisée, par exemple, juste pour donner un exemple. Aujourd'hui, on a des modèles algorithmiques pour essayer de prévoir l'inflation. D'accord ? Vous savez que c'est un sujet important. Aujourd'hui, de manière expérimentale, il y a des laboratoires chez Swiss Life qui travaillent sur une IA non supervisée pour prédire de l'inflation. Donc voilà. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas un modèle derrière, mais on laisse l'IA de manière libre. Donc voilà, j'ai passé maintenant la parole à l'ESG. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup. Sur l'ESG, il y a plusieurs choses à dire. D'une part, on vient de changer de directeur général il n'y a pas longtemps. Il nous a confirmé que l'engagement était fort du groupe pour être un leader de la finance durable. Et cet engagement, il va se traduire par beaucoup d'actions. Nous, notre métier au niveau du métier titre, donc le groupe, l'activité que je représente, on est surtout au service de nos clients. Et face à l'ESG, je dois dire qu'il y a beaucoup d'interrogations sur quelle est la qualité de la donnée sur laquelle on peut s'appuyer, quel est le type d'offre qu'on peut proposer, etc. Notre approche a été de dire, d'une part, essayons de rassembler le maximum de données qui puissent être exploitables par tous les métiers qui sont dans la salle. Et pour ça, on a des partenariats, par exemple avec Greenscope ou MSCI, qui sont des grands noms. Mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, uniquement une partie des données sont exploitables. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 40 à 45 000, je crois, sociétés listées dans le monde. Il y en a 17% qui publient un ratio CO2 sur les émissions de CO2. Par contre, les 17%, ça représente 75% du total d'émissions de CO2 dans le monde. Donc on voit que c'est quand même les plus gros consommateurs ou fournisseurs de CO2 quelque part qui sont listés. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller creuser cette donnée et d'essayer de voir comment on la rend disponible.
Et là, de nouveau, des partenariats. On parlait de FinTech tout à l'heure. On a des FinTech comme Clarity AI avec lesquels on travaille pour publier de la donnée qui est exploitable, mais surtout faire en sorte qu'elle soit réintégrée dans les outils de nos clients. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est dans ces interactions entre la donnée que nous, on va acheter ou qu'on va reproduire en partenariat et celle qui est exploitée par les personnes qui en ont vraiment besoin pour leur rapport, pour la communication aux investisseurs, que ça va se passer. Et ce travail, c'est un travail de fond parce qu'il va falloir maîtriser les modèles, maîtriser les bons indicateurs et effectivement avoir quelque chose de pertinent pour répondre à ce qui vient d'être évoqué autour des nouvelles réglementations. Et pour rebondir, c'est un peu la problématique, je pense, qu'on a tous dans la salle, c'est la question de la preuve, en fait. Si on veut embarquer vraiment sur cette forte évolution, qu'on l'appelle ESG, ISR durable, c'est de réussir à démontrer à nos clients que ce qu'on leur propose sous ces labels-là sont réellement responsables, sont réellement durables. Et toute la problématique, c'est effectivement cette chaîne d'information qu'on doit pouvoir véhiculer sans non plus attendre de la part de l'épargnant final une capacité à se plonger dedans de manière précise qui est forte. Donc on s'est tous plus ou moins protégés derrière des labels. C'était pratique, hein, il y avait le label ISR, voilà. Donc la preuve est là. On voit qu'aujourd'hui, là aussi, il y a une vraie problématique et il est complexe de savoir sur quel label ou sous quelle réglementation se projeter à horizon 6 mois, 2 ans. En revanche, essayer de chercher de quelle manière on peut démontrer ou répondre aux questions sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon portefeuille ? Est-ce que déjà j'ai la transparisation où je peux répondre très facilement ? Et là, on peut d'ailleurs rejoindre des sujets d'algorithmie, de données. Est-ce que vous pouvez me dire si dans mon portefeuille il y a telle valeur ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez voté sur telle problématique de telle société ? C'est des montagnes de données, mais c'est cette information-là qui, lorsqu'on arrive à la véhiculer jusqu'au client final, permettra, je pense, de regagner en confiance ce qu'on a un peu perdu avec les labels qui sont un peu égarés de temps en temps. Emmanuel, sur ce point, est-ce que finalement tout l'univers blockchain peut aider en termes de traçabilité, de vérification justement de cette donnée ? Effectivement, la blockchain, c'est un huissier numérique, donc automatiquement, dès qu'on insère un process blockchain dans une entreprise, il y a cette capacité d'être certain que la donnée elle est transformée, elle est opposable, elle est non modifiable, etc. Et pour moi, la blockchain et l'ESG sont très liés parce que demain, on va faire des reporting automatisés, on va faire de la gouvernance transparente et on sera capable finalement à terme de réduire l'empreinte carbone des entreprises d'une manière quasi automatique grâce à tous ces systèmes d'IA et de blockchain croisés. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des technos qui sont associés ensemble et pas à dissocier. Du coup, je vais rebondir sur le fait d'associer des technologies en donnant quelques illustrations, notamment en immobilier. Tout à l'heure, je parlais de 2 types d'approches sur le ESG. Il y a l'approche, on va dire duale aussi, soit micro, soit macro. Alors l'approche micro qu'on a, c'est que par exemple, lorsqu'on gère de l'immobilier, et on sait que l'immobilier est un des secteurs les plus polluants après le secteur des transports, hein, c'est 40% des émissions de CO2 dans le monde, donc c'est pas rien. Donc très tôt, donc depuis qu'on a signé les PRI, on s'était aperçu qu'il fallait mettre en place des technologies ou agréger des technologies qui puissent réduire cette empreinte carbone d'une part et ensuite nous aligner sur la trajectoire qu'on avait définie. Donc ça veut dire quoi concrètement ces technologies ? Ça peut être finalement une technologie pour réduire les consommations d'énergie donc au sous-jacent à l'immeuble. Ça peut être des technologies de smart building, donc typiquement que les PropTech ont très bien développé. Ça peut être aussi des technologies de ce qu'on appelle de la géothermie intelligente. Donc là aussi, il y a beaucoup de collecte de données et ça va être au cas par cas. Ça peut être aussi de la gestion opérationnelle du bâtiment, encore une fois avec des smart technologies. Donc ça, c'est l'approche au sous-jacent, au cas par cas, de manière extrêmement tangible. Et là où on essaie de finalement réconcilier la micro et la macro, c'est qu'on est convaincu, et on a été convaincu déjà depuis une dizaine d'années, que finalement, autant la tech. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, la tech est aussi au service de l'ESG, donc ça, c'est plutôt pas mal. La tech peut être aussi au service de l'impact, notamment quand on parle de mesurabilité. Et on peut dire que finalement, la tech fait que finalement, la transition climatique peut effectivement s'accélérer avec tous les bémols sur la compliance, les données des data, etc. Je fais abstraction de tout ça. Mais dans un univers idéal, je suis théoricienne, donc j'aime les univers idéaux. On pense que c'est faisable et on a pensé que c'était faisable très tôt, donc depuis une dizaine d'années, et en réconcilier donc la performance au niveau
du sous-jacent et la performance au niveau du macro, c'est de dire que finalement, l'ESG pour nous, quelque part, on fait le pari que dans la prochaine décennie, les 10 prochaines capitalisations seront issues des technologies vertes. C'est-à-dire que quand on regarde les cycles qu'on a connus sur les marchés financiers, il y a eu le cycle de l'énergie fossile, il y a eu le cycle de l'informatique, il y a eu le cycle des émergents, il y a eu le cycle de l'entrée de la Chine dans le commerce mondial, il y a eu le cycle des grandes capitalisations de type tech. Et bien entendu, avant même la crise sanitaire, quand on regarde les marchés financiers, il y avait quand même finalement cette croyance, cette anticipation que l'ESG allait être une thématique importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après la crise sanitaire, il est incontestable que d'une manière structurante pour designer des produits, il va falloir que ces produits soient designés ES essentiellement sur l'environnement, parce que la transition climatique, encore une fois je l'ai dit, sera probablement, si on parle à un indice, si on réfléchit sur un indice MSCI, probablement un indice qui surperformera. Donc voilà. Oui, je vais donner juste un exemple concret opérationnel. Moi, je suis moins théoricien que toi. On a connu un grand groupe céréalier français dans l'adoption de ces technos. Communauté céréalier, on a fait la blockchain pour la traçabilité des produits, donc savoir que le malt venait de telle parcelle, a été cultivé par tel cultivateur, exporté de telle manière, etc. Après, on a été en capacité de leur intégrer des sujets de formation de leurs propres salariés grâce au métavers. On les a mis dans des métavers agricoles, métavers du sous-sol, où ils ont pu avoir toutes les typologies de terrain pour apprendre comment le gérer, comment le cultiver. Et après, on a été sur un sujet d'IA, où on a intégré de l'IA pour être en capacité d'augmenter les capacités de produire, de bien produire. Donc tous ces sujets-là, on a une entreprise qui, au fur et à mesure, a utilisé toutes les technos au fur et à mesure pour évoluer, quoi. Et c'est le premier producteur de malt dans le monde. Donc ils ont été vraiment dedans depuis 3 ans. Voilà. Oui, pour illustrer aussi comment la technologie elle rentre dans nos activités, nos process. Il faut le savoir, par exemple, dans notre activité, on fait beaucoup de services aux émetteurs et on fait par exemple la tenue d'assemblée générale. En ordre de grandeur, on a 300 000, je crois de tête, c'est 300 000 instructions de vote par an qu'il faut processer. Et donc à la fois, ça donne lieu à beaucoup d'échanges. Et vous n'êtes pas sans savoir que pendant la crise du Covid, ça devait se faire à distance, alors qu'avant les gens venaient en assemblée générale. Donc il a fallu transformer en l'espace de 3 mois toutes les formules d'assemblée générale, communiquer à tous les investisseurs et les actionnaires qui sont dans la salle. Et aujourd'hui, pour revenir à la question de l'ESG, les instructions de vote, elles ont quand même un point, c'est quand même un point important. Et on va essayer de les accompagner, à la fois en leur donnant un maximum d'informations avant le vote et ensuite en faisant le processing. Là, on a besoin de plus en plus d'informations à la fois sur la donnée, ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi de nous assurer que la tenue est complètement réglementaire, elle est conforme à toute la réglementation bien sûr en place en France, et bien sûr quand il y a des investisseurs internationaux, ça va encore plus loin. Et aujourd'hui, on voit à la fois qu'on a besoin d'une donnée sur une société cotée, mais aussi quand on a des fonds indiciels ETF, par exemple, aujourd'hui, il y a 20% d'entre eux qui sont sur des données ESG, on a besoin de connaître à la fois la valeur du fonds, mais aussi et de l'indice, mais surtout derrière, quels sont les sous-jacents, et ça va très très loin. Donc si on n'avait pas la technologie, si on n'avait pas le processing automatique, et si aujourd'hui on n'avait pas la certification par des chaînes sécurisées ou pas, effectivement, on aurait du mal aujourd'hui à faire notre métier de tous les jours. Ok, non, mais merci beaucoup. Oui, vous voulez réagir ? Je voulais juste rajouter un petit quelque chose sur le fait qu'effectivement, on parle de ESG, on parle des clients qui souhaitent de l'ESG. Alors, je vais être un peu l'avocat du diable, ou je ne sais pas comment le dire comme ça, mais c'est vrai que les institutionnels sont, j'allais dire, ESG. À la fois sur le fond et sur la forme. En revanche, quand on regarde les épargnants, toutes les études de l'AMF montrent que finalement, l'ESG n'est pas le critère en tête de classement des critères des épargnants français. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est d'abord de la performance. Ensuite, ils souhaitent finalement minimiser le risque, ou dit autrement, ils souhaitent optimiser la rentabilité et ajuster du risque. Et le critère de l'ESG, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et là, c'est plutôt un message à l'égard de vous, les conseillers en gestion de patrimoine, et par rapport à l'approche duale qu'on a essayé de présenter, c'est-à-dire que pour favoriser justement et pour faire fructifier l'épargne des épargnants, il faut bien comprendre que demain, ce seront des produits qui surperformeront. Donc même s'ils ne sont pas en tête de classement aujourd'hui
le critère n'est pas en tête des critères favoris des épargnants, à partir du moment où on a un discours à la fois de conviction, un discours pédagogue associé à la réglementation, un discours que les épargnants peuvent comprendre sur le fait qu'au-delà de la crise sanitaire, il y a eu quand même quelque chose qui s'appelle la guerre en Ukraine, qui a réparti finalement la donne au niveau géopolitique, qu'on souhaite avoir plus de souveraineté à la fois européenne, nationale, notamment sur la partie verte des énergies, et a priori, les épargnants, en investissant dans ce type de produits, feront fructifier leur épargne de manière vertueuse, mais aussi généreront de la surperformance. Voilà, c'était juste pour boucler la boucle. Et juste pour un tout petit peu pondérer, il y a un petit jeu générationnel tout de même dans l'appétence qui fait que les jeunes générations, en tout cas on va dire les trentenaires, sont quand même sur un critère qui est beaucoup plus fort dans leur choix que voilà, tout le monde est sensible à la performance et à la surperformance, c'est évident, mais le critère ESG est quand même très fort chez les jeunes épargnants. Et les trentenaires sont aussi très sensibles à la parité. Justement, où est-ce que vous pourriez mettre le curseur à ce niveau-là? Parce que finalement, vous avez effectivement dressé une liste de critères. On sait aussi que c'est un enjeu. Comment à la fois vous le gérez en interne et même en externe? Sébastien, Béatrice. On est au croisement de deux métiers qui sont la partie finance et la partie tech. Donc c'est pas là où les femmes sont les plus représentées. Donc nous on essaye de trouver. On est à peu près à 38% de femmes en interne. Ce qui progresse, mais est encore un peu lent, mais en fait c'est l'ensemble de la filière qu'il faut travailler. Et donc typiquement on essaye de participer à des sensibilisations pour générer des vocations chez les jeunes femmes dans le domaine justement de la tech et surtout du code, ce qui est pas encore si fréquent que ça. Donc voilà comment on le gère de manière très pratico-pratique. Et on n'a pas développé pour le coup de produits liés à ça, parce qu'il y a des produits qui sont spécialisés sur le thème. On est beaucoup plus généraliste que ça, mais on essaye d'avoir on a deux critères, le nombre de femmes et l'équilibre salarial pour démontrer qu'on paye aussi bien les femmes que les hommes. Emmanuel. Nous, on a un sujet dans le Web3 qui est assez intéressant, c'est que évidemment dans le métavers, c'est anonymisé, c'est-à-dire que en fait, on ne sait pas quel est le sexe, la race, la religion, l'opinion de la personne. Donc en termes d'onboarding et de recrutement pour des grands groupes, ils ont bien vu qu'effectivement, ça permettait à des talents qui auraient été bloqués à un certain stade de processus de recrutement d'arriver au stade de la compétence. On appelle ça le leadership inclusif, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que le fait d'avoir un avatar qui finalement n'a pas d'orientation permet en fait d'avoir un vrai processus de recrutement qui est clairement totalement inclusif. Donc il y a un vrai sujet intéressant de voir que l'univers immersif apporte quelque chose au recrutement aujourd'hui. Vous voulez réagir du côté des plus grosses structures? En fait, il y a plusieurs choses à voir. D'une part, il y a eu effectivement une évolution des mentalités sur le recrutement, mais au-delà du taux de femmes dans l'entreprise, ce qui est important, c'est à quel niveau de direction les femmes sont renouvelées. Et aujourd'hui, on a effectivement, avec la nouvelle direction du groupe, mis beaucoup de femmes dans des postes de responsabilité, et ça change la donne. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, quand je prends ma casquette d'universitaire, aujourd'hui, ce que je constate, c'est deux choses. C'est d'une part qu'effectivement, il faut vendre la technologie aux femmes parce qu'elles sont très brillantes et quand elles sont prêtes à aller vers ces métiers de la techno, on voit qu'elles ont de très bons résultats. Et en plus de ça, elles sont vraiment aujourd'hui au cœur des innovations de la technologie. Elles comprennent parfaitement ce qui se passe. Moi, par exemple, dans des métiers de marketing, de la gestion de l'économie, très clairement, les étudiantes femmes sont nettement plus performantes que les étudiants hommes qui se dispersent un peu, qui ont du mal à se concentrer, etc. Donc, il y a, au-delà des clichés qu'il faut essayer d'éviter, on voit quand même que la nouvelle génération, elle est prête à aller vers nos nouveaux métiers. C'est ensuite à nous, dans nos entreprises respectives, de savoir les recruter et de les mettre dans des bons postes à venir en disant vous n'allez pas être coupé dans votre parcours professionnel, on vous offre vraiment des belles perspectives. Et ça, c'est l'enjeu de la génération à venir. Oui, donc j'ai fait exprès d'intervenir à la fin, puisque évidemment, je suis du côté dark de la parité, en disant qu'évidemment chez Swiss Life Asset Manager, nous on cultive cette parité, donc il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Aussi sur notre gestion thématique, c'est un critère relativement important. C'est vrai qu'il y a un déficit de candidates dans les matières scientifiques. Il n'est pas nouveau. Moi-même, j'allais dire, il y a 30 ans, je pense que j'étais assez esseulée, à la fois dans les mathématiques, à la fois dans le numérique. Mais en fait,
je vais vous dire, ça n'a jamais été un problème. Donc voilà, je crois qu'il faut susciter des vocations, c'est vrai. Il faut montrer et démontrer que faire des sciences, c'est intéressant. Je ne veux pas dire que... Voilà, mais ça va au-delà de la parité homme-femme. En fait, ce que j'ai bien aimé sur ta réflexion, c'est que en fait, moi, je suis partisane de la diversité cognitive, telle qu'elle soit finalement. C'est le plus important, au-delà du genre. Voilà, mais bon, je fais partie d'une autre génération, puisque comme tout le monde l'a vu, j'ai des cheveux blancs. Donc je ne parlerai que pour moi. Non, merci pour ce retour sur ce point. Pour se projeter un petit peu, parce qu'on a quand même bien avancé, après on va prendre quelques questions de la salle. Sur là, les 12 mois qui viennent, et si on doit se revoir l'année prochaine, quels sont un peu les sujets, je me tourne notamment vers vous, sur lesquels vous allez particulièrement travailler sur ces 12 prochains mois? Alors, il y a un sujet que je n'ai pas du tout évoqué, c'est la blockchain. Très clairement, aujourd'hui, même si ça représente un sujet qui est encore en gestation, il y a 2 points importants. C'est à la fois l'arrivée de nouvelles régulations. Il y a eu MiCA qui est arrivé, qui concerne les crypto-monnaies, qui est arrivé, qui est opérationnel depuis 3 ans, enfin depuis 2023 et pour une période assez longue. 2026, ouais. 2026, donc on en saura un peu plus sur les évolutions au niveau européen. L'avantage, c'est que ça met un cadre commun sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, alors qu'avant, chaque pays avait à peu près sa législation. La deuxième régulation qui se met en place, c'est le régime pilote, qui sera opérationnel à partir de décembre 2024, qui va concerner les acteurs qui travaillent sur les crypto-monnaies. Il faut savoir que notre filiale SG Forge, par exemple, c'était le premier acteur agréé sur ce domaine. Et ça transforme les choses parce que l'objectif, c'est de donner confiance dans ces produits. Aujourd'hui, la crypto, c'est 1100 milliards dans le monde, mais ça reste infinitésimal par rapport à l'ensemble des fonds qui sont gérés. Donc, la question, c'est quels sont les fonds qui peuvent être publiés aujourd'hui, reconnus et surtout qui puissent être tradés. Si aujourd'hui, vous avez un fonds comportant une partie en crypto, l'objectif, c'est aussi de trouver de la liquidité. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est de travailler sur les 2 bouts de la chaîne, à la fois l'émission, la tokenisation de produits financiers. La deuxième partie, c'est toute la partie distribution et marché secondaire pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse échanger plus facilement les produits comportant de la blockchain plutôt que des produits qui sont aujourd'hui sur des CSD qui fonctionnent assez bien. Le régime pilote va permettre la dualité des systèmes. Le CSD d'un côté pour des actifs cotés et listés, de l'autre côté des produits non cotés qui vont pouvoir être échangés plus facilement. Tous les acteurs du private equity dans la salle regardent ça avec des yeux un peu intéressés. Il va falloir les accompagner, les former, comme le disait Emmanuel, et surtout trouver des solutions qui sécurisent l'ensemble des acteurs en se disant, effectivement, il y a eu un crypto winter où les valeurs des crypto-monnaies ont été réduites par 3 en l'espace d'1 an. Sur l'année à venir, j'espère qu'à la fois les bonnes performances en cours vont continuer et surtout qu'on va trouver des bonnes solutions de gestion. Donc nous, on y travaille, on a des solutions qui sont opérationnelles, c'est de la réalité, c'est plus de l'expérimentation et ça va être vraiment un grand sujet d'investissement pour l'année à venir. Nous, on a 3 sujets pour l'année 2024 qui sont assez classiques mais qui rejoignent nos sujets tech. Il y a bien sûr le sujet de continuer d'insister sur les frais et les coûts et donc de continuer de baisser nos coûts. Et donc là, on est dans les logiques de productivité sur lesquelles on fait très attention sur le coût d'un onboarding d'un client, le coût d'un acte de gestion avec un client. Et ça, on continue avec nos partenaires d'essayer vraiment de maximiser à la fois l'efficience et les coûts. Le deuxième sujet, c'est la transparence. C'est l'un des engagements de Yomoni, c'est d'être le plus transparent dans ce qu'on propose à nos clients. Et là, je rejoins, on a un écosystème de partenaires divers et variés qui nous transmettent de l'info. Il faut qu'on soit en capacité de la véhiculer jusqu'au client avec pédagogie, en faisant les bons choix, en allant lui suggérer des choses, en essayant de comprendre comment il fonctionne et ce qui l'intéresse vraiment. Ça, c'est vraiment un élément clé. Et puis, je revenais sur la personnalisation. Nous, notre conviction sur le long terme, c'est que le métier de conseiller, il va être de moins en moins un métier d'expert, mais de plus en plus un métier de coach. Alors, je suis un peu, mais en fait, l'expert va de plus en plus être embarqué finalement dans des intelligences diverses et variées qui vont permettre même sur des cas complexes, de se faire largement accompagner. En revanche, sur le coaching, sur la psychologie, sur l'accompagnement qu'on peut avoir humain, là-dessus, on pourra bien sûr renforcer et aider à personnaliser les messages, mais ça va être un des éléments clés. Et donc, un de nos points, c'est de se renforcer sur certains cas d'usage qui sont un peu compliqués pour nos plateformes, et je pense qu'on peut les intégrer si on travaille bien, et puis personnaliser les messages, donc ne pas envoyer, même si l'information et le fond est le même, ne pas envoyer le même message à 2 types de clients différents, parce qu'ils vont le recevoir de manière plus personnalisée, et je pense que c'est un élément qui peut nous différencier. Béatrice, peut-être.
Ok, merci Béatrice. Moi j'ai 3 sujets, ça va être rapide. Moi je vois arriver l'ère du quantum computing. Donc c'était le quantique avec l'impact sur les cryptos, je le vois très très fort pour début d'année prochaine. Moi j'ai le sujet de l'IA émotionnelle où on est en train de vivre les prémices de ça, mais c'est extrêmement intéressant de voir que l'IA de demain, elle va comprendre, tu vas rebondir sur le coaching, le paraverbal, le non-verbal et le verbal, et être capable d'adapter le discours en fonction de l'état émotionnel du client. Et ça, vous allez voir, c'est une vraie révolution. C'est en Israël que ça se passe. Et troisième chose, il y a ces métavers de recrutement dont on parle beaucoup. Moi, je suis officier de réserve à titre perso, et on est en train de créer des métavers de recrutement pour les gendarmes parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et il y a plein de secteurs aujourd'hui qui sont en train de créer des métavers. C'est un outil complémentaire de recrutement qui est inclusif et qui est extrêmement intéressant. Voilà. Oui, alors nous, il y a 2 sujets essentiellement qu'on a déjà développés. Il y a effectivement le fait de se renforcer sur la thématique de l'ESG. On est déjà très fort. Donc l'idée, c'est de renforcer à la fois, j'allais dire, la gestion thématique en ESG sur les valeurs mobilières, sur l'immobilier, mais aussi sur l'infrastructure, et bien entendu d'y associer un pilier très tech, justement pour pouvoir traquer à la fois la performance et aussi être transparisé justement notre empreinte carbone d'une manière générale et le fait de nous acheminer vers l'objectif de transition qu'on s'est affiché. Donc c'est à la fois du business as usual, mais relativement cadencé par rapport aux grands enjeux qu'il y a en 2024, notamment en termes d'environnement économique. Voilà. Ok, super. On a le temps de prendre 2-3 questions. N'hésitez pas à vous manifester. Je ne sais pas si les micros vont circuler dans la salle. Vous pouvez lever la main et on vous apportera un micro. Personne n'a de questions ? Il y a un micro. Je disais sur le sujet global, j'étais un peu étonné qu'on n'ait pas plus parlé des femmes, surtout que la question finissait sur ce sujet. Donc j'ai bien compris effectivement les problématiques, et on le voit même dans l'éducation nationale par rapport aux filières scientifiques. Mais c'était plus effectivement par rapport aussi au sujet global, que ce ne soit pas forcément sur la thématique, mais les femmes en général dans la gestion de patrimoine, à savoir aussi, aujourd'hui elles sont quand même en minorité. Et vous peut-être, Madame Gage, est-ce que vous avez aussi peut-être je sais pas, des témoignages ou autres de femmes aussi qui ont peut-être ces difficultés et ces discriminations qu'on peut connaître aujourd'hui, qu'il faut qu'elles ont leur place dans la gestion de patrimoine, dans quand même un environnement qui est assez porté par les hommes aujourd'hui, quoi. Alors, je vais répondre et je vais faire de ce qu'on appelle chez moi de l'inférence statistique, c'est-à-dire avec ce que je connais. D'abord, aujourd'hui, je me suis aperçue que les femmes en gestion de patrimoine étaient beaucoup plus nombreuses qu'il y a 10 ans. Voilà, honnêtement, je pense qu'il doit y avoir 20%, 30% à l'œil nu de ce que j'ai vu aujourd'hui depuis ce matin. Ça, c'est un constat, qui est un constat empirique. Après, ça n'engage que moi. C'est vrai qu'on parlait de diversité cognitive. Il se trouve que c'est vrai que les études empiriques le montrent, et on en a discuté ensemble. Les femmes sont en général plus, en moyenne, on va dire, en moyenne, sont en général plus riscophobes que les hommes. Donc je trouve que, en fait, le fait de voir arriver des femmes en gestion de patrimoine, pour l'épargnant, c'est plutôt quelque chose de très positif. Parce que toutes les études empiriques montrent qu'en général, quand les femmes conseillent, donc c'est des études qui sont très développées aux États-Unis, en général, elles font un travail de fourmi, d'analystes extrêmement fouillés, je suis désolée messieurs, que ne font pas forcément les hommes. Donc il y a des études empiriques qui le montrent de manière très bien sur les grands fonds, sur les gérants, mais aussi en termes de gestion de patrimoine. Donc à partir du moment où il y a une diversité cognitive et que la diversité cognitive s'exprime de manière assez tangible pour l'épargnant, vous parliez tout à l'heure de coaching, je pense que les femmes ont
Alors évidemment, c'est un peu délicat de dire ça, mais c'est vrai qu'elles ont une vraie écoute. À partir du moment où on est riscophobe, et ben du fait, j'allais dire, c'est quelque part très socratique. Quand on est riscophobe, on a le doute, et quand on a le doute, du coup, on fait autrement pour essayer de minimiser du risque. Donc j'allais dire, c'est plutôt pas mal qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui, même si elles ne sont pas suffisamment nombreuses. Mais ce que je vois, c'est que finalement, à partir du moment où elles sont plus nombreuses aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est qu'on leur a laissé la place de se déployer comme une véritable force aussi de conviction vis-à-vis des clients. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci. Juste un complément sur la partie les femmes et le patrimoine. En fait, nous, on a aujourd'hui une approche qui est très orientée sur ce qu'on appelle l'expérience client. C'est un peu un mot tarte à la crème qui revient partout. Ce qu'on a regardé, c'est justement les profils des utilisateurs chez nos clients. C'est-à-dire, au lieu de considérer Swiss Life, c'est de regarder tous les profils d'activité chez Swiss Life et de regarder à qui on s'adresse. Et malheureusement, pour l'instant, la disparité homme-femme n'est pas le critère principal qui ressort. Ce qui ressort, c'est beaucoup plus les besoins pour chacun des métiers. Et en fait, on ne sait pas vraiment à qui on s'adresse, au-delà du fait de dire c'est une trésorière d'entreprise, c'est une responsable de l'investissement, etc. Et donc, quelquefois, en face de nous, on a vraiment des femmes de qualité qui sont capables d'exprimer leurs besoins nettement mieux qu'un homme, parce qu'effectivement, elles vont aller beaucoup plus loin dans l'analyse et dans la partie peut-être qui est propre à leur manière de raisonner. Mais en tout cas, c'est surtout le métier qui va être prépondérant par rapport à la place de la femme. Alors, ça ne répond pas forcément à votre demande, mais en tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on fait une proposition de valeur à nos clients. Il y a un dernier endroit sur la place de la femme dans la gestion de patrimoine, c'est en tant que cliente. Nous, on n'a pas encore réussi à craquer le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est essentiellement des hommes qui viennent sur nos plateformes, qui posent des questions, qui interrogent. Et on voit assez peu de femmes, finalement. Enfin, ça doit représenter à peu près 30% de nos clients. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. Alors là aussi, générationnellement, ça change. Hein. Mais il y a une vraie question de comment s'adresser, comment on peut embarquer plus de femmes en tant que clientes dans nos sujets patrimoniaux et fiscaux. Alors, je vais me permettre de rebondir. Il y a un concept dans le milieu anglo-saxon qu'on appelle financial literacy, qui est en fait le fait de familiariser les individus les plus tôt au monde de la finance. Et c'est vrai que dans les sociétés latines, encore une fois, je m'appuie sur des études empiriques, dans les sociétés latines, finalement, l'effet de rattrapage, il est plus tardif chez les femmes. En général, cette financial literacy, elle arrive quand elle rentre dans la vie active, alors que chez nos homologues anglo-saxons, c'est, on va dire, dès le lycée. Mais c'est vrai que du coup, pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est vrai qu'il y a quand même un pool potentiel important en termes de clientèle à développer. Voilà. Mais il y a quand même ce gap de financial literacy sur lequel l'AMF essaie de travailler pour justement démocratiser à la fois les outils, mais aussi les moyens. Merci. Une deuxième question, si vous avez. Bonjour. Une question pour Sébastien Dordano. Par rapport à votre ciblage, vous disiez par exemple aujourd'hui vous avez un peu de mal à aller chercher les femmes, mais dans moyenne d'âge, ce qui n'est pas forcément illogique, on va dire, peut-être par rapport à notre métier avec un niveau de risque, ce qui peut être effectivement annoncé. Mais votre cible de client aujourd'hui, c'est quoi en moyenne d'âge? Dans ce qui est constaté, c'est plutôt 30 ans, c'est 40 ans, On est en moyenne d'âge, je crois qu'on est à 35 ans aujourd'hui, 35-36 ans. Et en fait, on a deux catégories de population qui sont assez classiques, qui sont les mêmes personnages, mais avec 20 ans d'écart, c'est-à-dire des trentenaires. À partir du moment où les revenus commencent à être suffisants pour mettre de côté, ils ouvrent leur première assurance vie, leur premier conseil avec nous. Et on les retrouve à 40-50 ans, après leur investissement immobilier, quand ils doivent remettre. Où généralement, ils sont déjà accompagnés. Et là, ils viennent nous chercher plutôt pour la gestion indicielle en disant, tiens, c'est intéressant. Donc, on a les deux et on a un 70-30 sur les plus jeunes. Et l'inverse, bien sûr, en cours. Merci. On a encore le temps pour une troisième question. Madame là-bas. Oui, je peux poser la question si vous le souhaitez. Tout ce qui concerne l'IA, la technologie, ce sont des sujets qui demandent beaucoup d'investissements financiers, des compétences aussi assez importantes. Vous avez évoqué des passerelles avec les plus petites entreprises. Dans quelle mesure
vous imaginez ces passerelles tout en conservant l'indépendance de chacune des parties? On a 2-3 exemples dans le groupe, mais Emmanuel? Moi, je vais être très clair. Je travaille aussi avec des petites entreprises et les sujets d'IA, il ne faut pas imaginer que pour implémenter un début d'IA, il faut mettre des millions d'investissements. Je pense que c'est plutôt itératif. Il faut d'abord faire un premier cas d'usage, bien le faire fonctionner. Et ça, c'est ouvert à des petites entreprises. Donc, ne vous interdisez rien. Testez. On a 2 applications sur lesquelles on a vraiment fait des partenariats assez poussés avec des jeunes sociétés qui travaillaient sur l'IA. Il y en a une qui nous a aidé à faire de la rédaction automatique de commentaires de fond. Donc c'est la génération en langage naturel. Aujourd'hui, effectivement, c'est à la mode avec ChatGPT, mais nous, on le faisait déjà il y a 3 ans avec des petites sociétés françaises qui maîtrisaient parfaitement ces technologies de génération en langage. Aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir travaillé avec nous, ça a permis à cette société à la fois d'avoir une exposition beaucoup plus large. Elle a eu des prix et elle était maintenant reconnue par d'autres clients qui l'ont prise. Donc on a facilité en fait l'essor de cette société et ces sociétés recrutent. En fait, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est des talents. Deuxième exemple, et je le citais avec la responsable de cette manifestation, il y a une société grenobloise qui nous aide, par exemple, pour faire la correction d'opérations de marché avec une correction automatique qui s'appuie sur de l'IA. En fait, cette société, il y a 20 personnes à Grenoble qui fonctionnent et qui est vraiment la plus performante. On l'a mise dans un incubateur, parce qu'on accueille des jeunes fintech justement dans des incubateurs. On les accueille pendant 6 mois. On fait l'épreuve sur un cas d'espèce ou un cas d'usage qui nous paraît pertinent. Et ensuite, si ça marche, on co-développe ensemble. Et donc, elles ont parfaitement les droits sur tout ce qui va être développé en commun. Et il y a pas, on travaille vraiment d'égal à égal avec ce genre de société. Et c'est vraiment pour nous essentiel de favoriser l'émergence de ces jeunes sociétés en France. Merci. Une dernière question, madame. Pour tous les panélistes, alors qu'est-ce qui représente en pourcentage les produits ou les investissements ESG que vous avez et comment vous conseillez ces produits aux investissements à vos clients au regard des risques qu'ils représentent? Alors moi, je peux répondre de manière statistique. On a à peu près 36% de nos encours et de nos nouveaux clients qui sont sur des produits ESG, donc des mandats. Alors nous, on est en gestion indicielle, mais en gestion indicielle labellisée ISR. Et elle vient de 2 façons, c'est-à-dire à travers les questionnaires et les questions qu'on pose en amont, en demandant d'abord une appétence avec tout l'enjeu qui arrive de la réglementation qui va nous imposer de rentrer dans le détail de ces appétences. Mais voilà, on le fait de manière systématique et homogène sur le sujet. Oui, alors du coup, je ne vois pas la jeune femme que j'ai entendue. Voilà, bon, c'est pas très grave. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc nous, c'est facile de calculer vite fait. J'ai parlé de 20 milliards sur 60 milliards sur la France, donc ça fait 30%. Donc voilà, le ratio est simple à faire. Alors vous avez dit le risque. En fait, il se trouve que paradoxalement, nous on suppose, et c'est ce qu'on essaie de démontrer, qu'à partir du moment où on est exposé sur ces thématiques-là, a priori, la rentabilité ajustée du risque est supérieure, ce qui va dire qu'il y a moins de risques. Voilà. Bon, après, c'est effectivement de la gestion à la fois quantitative et de la gestion de conviction. Et en général, je pense que les clients sont suffisamment, non pas aguerris, mais suffisamment convaincus à la fois du track record de certains produits et surtout de la trajectoire et de la dynamique qu'on essaie d'engager, quel que soit le sous-jacent, des valeurs mobilières à l'immobilier, voire à l'infrastructure. Une dernière... Non, mais moi, c'est plutôt joker parce qu'en fait, ce sont nos clients qui investissent. Donc, je n'ai pas forcément ce ratio. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est un sujet qui revient sur la table à chaque fois qu'on fait une réunion client parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un thème principal sur lequel ils attendent des solutions et un accompagnement de notre part. Donc, à nous d'apporter le bon service. Et ça ne peut pas être que à la souscription, en fait. C'est ça le grand enjeu. Et sachant qu'en plus, il y a des variations significatives et qui font que entre un produit non ISR et un produit ISR, vous n'allez pas avoir la même performance. Donc, il va falloir continuer de rabâcher les convictions, de réexpliquer de la projection, parce qu'effectivement, on peut avoir des épargnants qui souhaitent mettre un premier ticket volontaire parce qu'ils veulent donner du sens, parce que pour eux, c'est important, mais qui peuvent être refroidis lorsque le décalage ne se fait pas dans le bon sens. Vous verrez toujours si l'ISR est subperformant sur une courte période. Vous verrez la collecte largement s'accélérer, mais c'est plutôt dans les moments où l'ISR est un peu en dessous par rapport à des portefeuilles non ISR qu'il faut faire le travail d'explication de texte, de pédagogie pour bien effectivement rejoindre le fait que sur le long terme, on est convaincu que ça va amener de la surperformance. Ouais, alors je vais donner un exemple, par exemple sur l'immobilier, c'est assez facile à comprendre pour les clients. Je ne parle pas des institutionnels, mais du coup
de la clientèle plutôt retail, tout simplement parce que quand on a un immeuble, j'allais dire qu'au-delà de la certification ou un fonds qui est ISR, on arrive à démontrer qu'en général, quand on loue à un locataire, on arrive à capter un loyer de marché qui est plus élevé, donc c'est plutôt pas mal pour les rendements locatifs. Et en fait, ce qu'arrivent bien à comprendre les clients, c'est que autant ils ont entendu parler des stranded assets, je ne sais pas comment on dit en français, mais des actifs, par exemple, collés si dans le résidentiel, les immeubles en fait n'ont pas une très bonne certification, ils arrivent à comprendre, par exemple, que sur l'immobilier commercial, c'est pareil, il y aura la plus-value potentielle sera inexistante. Donc ça, ils arrivent bien finalement à le comprendre. Voilà. Merci à tous les quatre. Je vous demandais de les applaudir et merci encore une fois.